Bonjour à tous, cette semaine on est un peu comme à la maison, on est chez Co-Guesthouse pour parler photographie, l'occasion de revoir les œuvres de Norbert Guizolan et de découvrir un projet réalisé par les prisonniers de Mons. Installez-vous confortablement, Tea Time ça commence maintenant. François Saint-Guillain et Marc Guizolan, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez Co-Guesthouse. Alors, Co-Guesthouse, c'est un lieu d'activité et de vie, Françoise. Oui, c'est la première maison partagée de travail et de loisirs en Belgique. Maison partagée, vous le voyez, nous sommes dans une maison, nous sommes même dans la cuisine ici. Le concept, c'est de rassembler différentes personnes autour de différents projets. Alors, il y a différents volets. On a le coworking, des personnes qui viennent ici travailler. On a le co-cooking, des personnes qui viennent ici faire la cuisine, aussi bien dans un but professionnel que dans un but de loisir. On a le co-leisuring, ce sont les loisirs. On a le coaching et alors on va parler sans doute de la co-galerie que nous lançons. Voilà, justement, donc on est ici pour la co-galerie. Alors juste spécifier que c'est un lieu qui a ouvert il y a 7 mois, que vous avez déjà accueilli 1500 personnes, c'est quand même intéressant, hein, c'est un lieu qui attire en tout cas. En effet, donc Co-Guesthouse, ce principe même de partage mobilise pas mal de personnes. Ça peut être des entreprises qui viennent vivre un comité de direction dans une ambiance tout à fait différente, où on se sent en effet d'office dans chez soi. Et ça amène un vrai plus dans le monde de l'entreprise d'aujourd'hui, qui n'est pas toujours facile. Donc, Alors justement, on va parler de la co-galerie durant cette émission. Et pour parler de cette co-galerie, notre sommelière Karine Amri, c'est une sommelière du thé, vous a choisi un thé de saison. C'est un thé qui est agrémenté des fruits d'automne. Donc il y a des pommes, il y a des raisins. Et on va boire ce thé dans des tasses qui ont une histoire assez originale. Elles sont prêtées par Bicraft et elles ont toutes été réalisées par des artistes qui ont réalisé ces tasses pour Bicraft. Chaque tasse a une histoire. Et j'ai l'habitude d'en raconter une à mes invités. Alors, je prends celle-ci, cette jolie tasse qui ressemble un peu à un cactus. Elle a été réalisée par Thérèse Lebrun. Et en fait, c'est une artiste qui aime réfléchir sur l'action du temps, sur la matière. Et là, c'est de la porcelaine qui a été coulée dans un moule qui a été réalisé à partir d'un cactus. Donc voilà, on reconnaît quand même bien la forme. Alors, évidemment, on est ici pour parler de la co-galerie, l'espace co-galerie, qui accueille des œuvres d'art. C'est la première exposition que vous organisez, Françoise ? C'est en réalité la deuxième. La deuxième, oui. Parce que dès l'ouverture, nous avons souhaité octroyer une réelle place à la culture et à l'art donc chez Co-Guesthouse. On a inauguré la co-galerie grâce à la famille Guizolan et Marc ici présent. Un honneur extraordinaire, je ne sais pas s'il en a conscience. Est-ce que vous en avez conscience ? Non, je pense qu'elle a tendance à exagérer, mais enfin, ça me fait plaisir. Je pense qu'en effet, ce qu'on a voulu, nous, ici, dans cet espace qui est un espace de travail et de loisirs et qu'on souhaite garder comme tel, c'est lancer un appel, en fait, lancer un appel d'une part au musée, au monde culturel, pour dire qu'il faut peut-être aussi penser à amener des œuvres dans des maisons particulières telles que le musée d'Ixelles l'a fait, mais également dans les entreprises, parce que l'art en entreprise, ça amène au-delà du souci esthétique, ça amène une stimulation de la créativité et l'innovation, on en a bien besoin. Et c'est aussi cet appel-là qu'on lance dans le monde de l'entreprise. Un contact différent aussi avec les œuvres du public. Oui, d'avoir accès finalement bien sûr. De façon assez directe à ces œuvres quand elles ne sont pas dans des musées. Tout à fait. Et aux artistes. Et aux artistes, oui, tout à fait. Alors, ici, la maison a été embellie et nous plonge vraiment dans une atmosphère particulière puisque elle expose toutes les œuvres de votre grand-père. Quelques-unes des œuvres. Quelques-unes, parce que ces œuvres sont énormes. Oui. Donc votre grand-père, Norbert Guizolan, photographe de grand talent, j'ai envie de dire. C'est ça, oui. En fait, c'est il y a 1 an que mon fils aîné, Alfred, m'a demandé si je pouvais prêter quelques photos
Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais j'ai dit oui pour lui faire plaisir, parce que je ne connaissais pas du tout Françoise ici présente. Et je ne l'ai pas regretté, parce que de cette petite exposition, j'appelais ça une exposette, on m'avait dit de prêter une dizaine de photos. Ça s'est transformé en une véritable exposition où ces gens avec sérieux et opiniâtreté m'ont un petit peu entraîné dans une aventure que je ne regrette pas du tout. Mais donc, du coup, ça fait une réelle exposition, puisqu'il y a une trentaine d'œuvres. Oui. Et que les choses ont été bien faites, vernissage, et que les lieux sont majestueux et se prêtent bien à recevoir ces photos. En tout cas, elle donne vraiment bien dans ce lieu. L'exposition s'appelle « Expression du Borinage ». J'ai envie de vous demander, votre grand-père avait ce talent-là de capter l'expression chez les gens. Oui, c'est-à-dire que mon grand-père, je ne l'ai pas connu puisqu'il est mort en 1939. Et donc, j'ai trouvé ces images un peu par hasard lorsque j'étais étudiant en photo à la Cambre. Il s'avère qu'elles ont pris, au fur et à mesure de la découverte de son travail, elles ont pris une certaine importance. Et que, merci, je me permets, et que je préfère que tu boives dans la tasse cactus, on ne sait jamais, elle pourrait piquer. Ce qui veut dire que au fur et à mesure de la découverte du travail de mon grand-père, on s'aperçoit qu'il a une certaine importance, merci, parce que non seulement il prend place dans le monde de la photographie, dans l'histoire de la photographie, mais en plus ici dans le Borinage, il a réellement une place à part, parce que les gens photographiés sont des Borins. Il a travaillé exclusivement à Frameries, et qu'il n'a pas photographié des étrangers, enfin si, des étrangers qui venaient travailler, des malheureux qui venaient travailler, mais pas des gens riches en général. Donc ça prend on l'appelle l'anthropologue involontaire. Et je pense que ça représente bien ce qu'il a été réellement. Donc les gens, voilà, aux alentours de 1900, allaient chez lui, dans son labo photo, pour se faire prendre en photo. Tout à fait, oui. Et donc, souvent, peut-être se mettaient en scène. C'est-à-dire que c'était un artisan. Oui, c'est ça. Je pense qu'il n'a jamais été animé d'aucune velléité artistique. Ce n'est que plus tard, parce qu'on a sorti ces images, qu'elles prennent une autre dimension. Lui, c'était un commerçant, un petit photographe de village qui recevait des gens qui les faisaient payer pour leurs commandes. Et donc, ce n'est qu'au vu de son travail global, l'immense quantité de photos qu'il a réalisées, la tête des gens, la qualité de ses photos, et l'empathie, on peut parler, tout à l'heure vous parliez, l'empathie qu'il avait avec ces gens, qui étaient des petits gens. Il est issu d'une famille ouvrière, puisque son père était mineur. Je pense qu'il n'a pas du tout, il ne s'est pas moqué des gens. Donc il y a vraiment une sensibilité, on a envie de dire, de cet œil du photographe qui a beaucoup de respect. Et finalement, moi j'ai envie de dire aussi on dirait qu'il sublime. C'est ça, oui. Enfin bon, après les gens étaient peut-être endimanchés ou parce qu'on allait se faire prendre en photo, c'était un événement quand même de se faire prendre en photo à l'époque. Certaines photos qui sont les plus spectaculaires, comme celles qu'on voit ici, les gens sont quelquefois déguisés. Ce sont celles que je mets en exergue parce qu'elles sont les plus spectaculaires. Mais quand on regarde ces petites photos d'identité, et il y en a des milliers et des milliers, c'est là peut-être qu'on voit l'état de tristesse ou l'état de dignité aussi un peu triste de ces gens. Et c'est celle-là qui m'émeuve, en tout cas moi, le plus. Et c'est celle que j'ai évitée au départ parce que je trouvais qu'elle ne serait peut-être pas intéressante. Et finalement, on y revient et ce sont les plus émouvantes. Donc ce sont celles peut-être qui transmettent le plus cette fragilité Oui, c'est ça. C'est ça. Ce sont, pour moi, l'équivalent. Il y a des grands photographes américains portraitistes comme Paul Strand, qui est allé en Irlande, qui a fait des têtes d'Irlandais fiers, butés. Je retrouve dans les photos de mon grand-père, même si je ne prends pas mon grand-père pour Paul Strand, mais quand même, il y a ce même éclat et cette même dignité qu'il a essayé de rendre. Et alors, vous me parliez tout à l'heure des gueules du Borinage. Oui, bien sûr. J'aime bien ce mot, en fait. Oui. Je pense que, moi je dis souvent que la mayonnaise a pris pour mon grand-père, puisqu'il a maintenant une certaine notoriété. Il a fallu plusieurs choses. Il a fallu sa qualité de travail comme photographe, son éclairage. Quand on regarde ces images, la qualité des gris, puisque c'est tout du noir et blanc, des blancs, on ne voit pas souvent des qualités de tirage pareilles maintenant. Il y a une lumière aussi, il y a le travail sur la lumière. Il travaillait à la lumière naturelle avec une verrière dans un studio que j'ai connu. Et puis, non seulement il y a ça, mais il y a la gueule des gens photographiés qui souvent est étonnante en tout cas. Mais toujours, parce que je ne les trouve pas comiques, moi je les trouve dignes et intéressants et émouvants. Oui, c'est plein d'histoires aussi. Voilà.
Qu'est-ce qui vous touche, vous, Françoise, dans ces photos La première fois que je les ai vues, malheureusement, je ne connaissais pas encore l'histoire de Norbert Guizolan quand le fils de Marc me l'a présenté. Très vite, j'ai commencé à regarder toute l'histoire. Moi, ce qui me touche, ce sont toutes ces histoires de famille. Ça me touche l'histoire que Marc raconte avec son grand-père. Ça me touche qu'Alfred me dise mon arrière-grand-père était photographe à Frameries et commence à me raconter. Et toutes ces histoires individuelles. Bon, ici, on a combien de bébés et de mamans fiers qui tiennent leur bébé à la goutte de lait. Donc, c'est tous ces visages qui me touchent beaucoup. Mon père était borin, né à Boussu. Je crois que le borinage a énormément amené en termes d'artistes, mais aussi en termes de... Nous allons régulièrement à la Maison culturelle de Carnion voir des spectacles. Il y a énormément de choses à découvrir, et pas qu'au niveau de la culture, aussi au niveau des entreprises. Donc, Mons, Borinage et tous les alentours, on a ici une grande richesse, et c'est aussi pourquoi mon mari et moi, après une carrière quand même professionnelle assez mouvementée, on a décidé de revenir vraiment au pays. Mon mari est montois, lui, moi je suis arrivée à Mons quand j'avais 6 ans. Eh bien, on a décidé d'acheter cette maison pour justement la faire vivre sur différents volets, différents axes, dont la culture, mais aussi le travail et les loisirs. Donc, ouais, c'est une belle histoire aussi. Oui, alors, on va continuer à parler donc, de cet artiste talentueux, Norbert Guizolan. Mais avant cela, j'ai envie de vous faire découvrir un autre projet photo. C'est un projet qui a été réalisé dans le cadre d'Habiter la ville avec des prisonniers de Mons. Regardez. Ce projet, en fait, il est né dans le cadre d'un projet qui est un peu plus large, qui a eu lieu dans plusieurs endroits de la ville et du centre-ville de Mons. En fait, ça part du projet qui s'appelle L'Art habite la ville, qui a eu lieu dans le cadre de la Biennale 2018-2019. Et donc, on a souhaité intégrer un peu les différents panoramas du paysage urbain de Mons. Et c'est vrai que la prison, en fait, le centre pénitentiaire de Mons, il fait partie intégrante du centre-ville de Mons. Et ça faisait partie d'une volonté qui venait aussi de l'intérieur, voilà, avec Ludovic, avec qui on a travaillé, qui est assistant social à l'intérieur. Et donc, les deux envies se sont rencontrées à un moment donné, au bon moment, je veux dire, pour le projet. Donc, on a travaillé avec 7 détenus, 3 femmes et 4 hommes, et moi. On a commencé par apprendre la technique photo, et puis très vite ils se sont appropriés ce qu'ils avaient appris. Et donc c'est vraiment un atelier qui est devenu un atelier artistique et d'expression, je crois. Chacun d'entre eux avait une vision très personnelle des choses. Donc, il y a certains qui se sont beaucoup plus concentrés sur les portraits. Donc ils ont photographié leurs amis ou ils ont mis en scène des gens dans certains lieux. D'autres étaient beaucoup plus dans le reportage et dans le fait de montrer là où ils vivent, ce qu'ils endurent aussi malgré tout, parce que c'est des murs et puis encore des murs. Moi j'ai rencontré 7 personnes que je ne connaissais pas et puis voilà, simplement. Donc on s'est dit bonjour, on s'est serré la main, on s'est tous assis et on a commencé à discuter. Et puis les choses se sont rapidement bien passées. Je sais pas, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de solidarité, avec beaucoup d'entraide. Les choses se sont faites vraiment très naturellement. Il n'y a pas eu rien n'a été forcé, ni pour eux ni pour moi. Après, la grosse difficulté pour eux qui n'avaient jamais fait de photo, c'est qu'il n'y a pas de lumière en prison. Et de la photo sans lumière, eh bien, forcément, il faut réfléchir un petit peu à comment on va faire. Et donc, ça a amené des choses très intéressantes avec le fait d'aller chercher la lumière là où elle était, d'intégrer le flou, de penser à comment faire une photo avec un beau flou, etc. Donc, ces difficultés-là sont devenues en fait des petites astuces pour aller plus loin. Une expérience humaine, ouais, c'est même plus que ça. C'est que moi, je suis rentrée pour un projet qui, sur papier, était super intéressant et je suis sortie complètement bouleversée, grandie. J'ai appris des tas de choses
Enfin, ils m'ont appris des tas de choses et voilà, donc je suis encore un petit peu sous l'émotion. Voilà, ces photos sont donc à découvrir sur les murs de la prison de Mons. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes déjà passé près de la prison? Est-ce que vous avez vu ces photos? Moi, je suis passé, j'ai vu en voiture de l'extérieur du boulevard, mais je connaissais l'existence de ce projet puisque je connais un petit peu Mara DS, qui est l'initiatrice du projet, qui est un très beau projet. Oui, c'est pas mal comme projet de pouvoir finalement rentrer en prison et ça peut donner aussi... en tout cas, moi j'ai vu sur Internet quelques photos et j'ai donc eu vent de ce projet. C'est magnifique, je trouve. Magnifique, oui. Et là, c'est l'œil du photographe qui parle. Ah oui, parle. bonne photographe, bien sûr, bien sûr. Moi, je ne connais pas encore, mais je vais aller découvrir très vite. Ça donne quand même envie d'aller flâner le long des murs et de découvrir ces œuvres. Et alors, il y a aussi, si vous flânez, il y a aussi un poème qui a été écrit par Patti Smith. Donc voilà, il y a pas mal de choses à découvrir quand même encore à Mons. Alors, voilà, ici on est de retour chez Co Guest House avec les photos de Norbert Guiselan. On va dire que voilà, Marc, c'est quand même aussi une histoire de famille. Françoise, elle en a parlé, c'est ce qui la touche, cette histoire de famille. Vous avez été photographe, mais pas du tout inspiré par votre grand-père en fait. Non, puisque mon grand-père est mort bien avant que je ne naisse. Mon père est prisonnier 5 ans pendant la guerre, il a fait son service militaire, il a été mobilisé, donc il perd 8 ans de sa vie. Il meurt très tôt, j'avais 19 ans, donc moi je me retrouve un peu photographe. Je n'ai aucun regret, mais je n'aurais peut-être pas repris la maison de Frameries si vite si j'avais été libre. Oui. J'étais à la Cambre et à ce moment-là, j'étais en première année. Fin de première année, mon père décède. Je suis obligé de tenir la maison de commerce et de finir mes études. Voilà un peu pourquoi j'ai été, non pas contraint, mais j'ai été amené à m'occuper de la maison un peu plus vite que prévu. La vie vous a poussé un peu sur votre voie. Voilà. Et c'est pendant donc, ces années d'études que je sors quelques boîtes de ces innombrables boîtes qui étaient dans le grenier familial. Et que je découvre les premières images de mon grand-père que je n'imaginais pas. Je ne savais pas du tout ce qu'il avait fait comme travail. En fait, dans la famille, on savait que mon grand-père avait été photographe, mais on ne cultivait pas du tout son histoire ni son travail, puisqu'on ne savait pas. Ma grand-mère, son épouse, vivait toujours, mais elle, il avait fait un travail normal, il n'était pas artiste, donc personne ne tentait à développer cette histoire ni ce travail. Par hasard, donc je suis étudiant en photographie, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je suis à la Cambre et je sors 1 ou 2 tirages que je venais de faire, j'avais 20 ans, et à ce moment-là, nous avions la visite d'un photographe allemand dont le nom était déjà à l'époque dans l'histoire de la photographie, Otto Steinert, qui était précurseur d'un mouvement, la subjective photographie. Et il voit nos petites photos à nous, les étudiants. On n'était pas nombreux à la Cambre, on était 8 ou 9 en première et deuxième année. Et parmi nous, il y avait John Ving qui sera Agence Magnum, il y avait Michel Van den Eekhout, de futurs grands noms de la photographie. Toutes nos photos étaient descendues en flammes par ce monsieur avec un germanique rictus. Et que quand je lui sors, un peu sans savoir ce que je faisais, les 2 ou 3 images de Norbert, et que je lui montre, pour lui c'était une découverte extraordinaire. Il veut que je signe, il veut que je lui raconte l'histoire de mon grand-père que je ne connaissais pas. Enfin voilà le début de l'aventure. Et qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que vous avez ressenti quand il y a une reconnaissance? Parce que finalement, c'est vous qui révélez un peu le talent de votre grand-père, et c'est le cas de le dire, parce que vous êtes photographe. Oui. Mais, allez, je sais pas, il y a quand même... À ce moment-là, je ne me rendais pas encore compte de ce qui allait arriver. Les 4 livres, les expositions, la Biennale de Venise, sa présence à la Biennale de Venise, à l'Arsenal. Je suis presque certain qu'il n'y a aucun artiste belge, je ne parle pas de photographe, qui a été exposé à l'Arsenal dans l'exposition principale choisie par le curateur de l'exposition. Et le curateur était... Cindy Sherman. Voilà, donc c'est une des plus grandes photographes américaines. Bien sûr. Qui, vous me disiez, donc qui... en visite chez son ami Karl Lagerfeld. C'est ça, oui. Des gens que je ne connais pas, hélas. Découvre le livre de votre grand-père et flash. Ça, ouais. Voilà. Donc, Karl Lagerfeld avait dans sa bibliothèque, paraît-il, d'innombrables volumes de photos, mais d'art, et elle se donne comme mission de trouver le livre qui l'émeut et qui l'interpelle, et elle trouve le livre de Norbert. Je trouve que c'est assez joli comme histoire, que pourrait être racontée. Mais oui, voilà. C'est aussi un bel hommage ce photographe, cet artisan, comme vous disiez, du borinage, à Frameries. Tout à fait. C'est vraiment, c'est une très belle histoire. Donc une œuvre colossale, vous disiez 90 000
négatifs, mais finalement 45 000 parce que Qui restent, oui. des plaques de verre ont été données. Ont été donnés pour des dons au gouvernement des Pays-Bas en 1953 pour des inondations. On avait des besoins de verre. Mon père a cru bien faire en donnant les 45 000 premières plaques. Mais il n'est pas. Quand je vois le mal que j'ai à gérer les 45 000 plaques restantes, je ne lui en sais pas. Je n'en suis pas trop fâché. Oui, parce que j'imagine que ça prend quand même pas mal d'espace aussi. Oui, ça prend de l'espace. Et c'est, ça, je vais le dire de façon forte, c'est Jean-Paul de Plus qui a accepté de les héberger au Mondaneum. Et c'est grâce à lui que la collection est protégée. Ça, c'est déjà très, très bien. Et je le remercie tous les jours de ça parce que je ne savais pas où les mettre. Et donc, il y a combien de photos qui sont tirées? Il y en a une centaine, c'est ça? Tirées, je pourrais dire, non, quelques centaines, 200 à 300 photos imprimées, mais quelques 40 000 photos non vues, même non vues dans les négatifs. Donc tout est à faire sur mon grand-père. Tout est encore à faire. Oui, appel à mécène. D'accord, l'appel est lancé. Alors l'art de la photo, quelque part aussi, c'est de transmettre quelque chose d'intime. Et c'est un peu ça que j'ai envie de vous proposer maintenant, un petit moment d'intimité. Donc, le principe est assez simple. Je vous pose quelques questions plus intimes et puis vous répondez spontanément. Si vous avez envie de passer, vous pouvez passer. Alors, Marc, votre première émotion photographique? Paul Strand, son livre Les Hébrides, je vous ai cité ce nom. Moi, j'aime bien ce grand photographe américain. Pourquoi? Parce que ça me faisait penser aux Borains, de voir les têtes de ces Irlandais photographiés très simplement. C'est un très beau livre qui n'existe plus, mais qui tombe en ruine chez moi, mais que j'affectionne particulièrement. Et qui vous émeut. Oui. Françoise? Moi, je n'ai pas la même question parce que j'avais préparé du coup. Alors dites-moi. Non, simplement je pense à Douaneau, le baiser, qui était évidemment dans ma chambre quand j'étais jeune. Voilà. Et qui vous a beaucoup ému? Bon, à l'époque où je suis adolescente, évidemment, je ne rêve que d'un baiser. Donc, voilà. Une fibre romantique. Voilà, alors, tout à fait. Françoise, qu'est-ce qui a tendance à vous faire sourire? Sourire, rigoler ou sourire? Oui, sourire, rigoler. Enfin, sourire, dans le sens positif. L'authenticité, l'humour un peu décalé, la joie de vivre, simplement. Marc, qu'est-ce qui attire votre regard? Les jolies femmes. Françoise, qu'est-ce qui vous rend heureuse? L'harmonie. Et vous, Marc? J'aurais tendance à dire l'harmonie aussi, oui. Oui. Alors, est-ce que vous faites des selfies? Pas du tout. Pas du tout. Absolument Pourquoi? pas. C'est la tendance. Hein. Mais oui, je sais, mais parce que je ne me crois pas plus important que le monument devant lequel je suis. Je préfère photographier le monument sans moi. D'accord. Mais bon, voilà, c'est une pratique actuelle d'iPhone et de smartphone, mais moi, je n'y souscris pas du tout. Donc vous n'avez pas le stick? Absolument pas. Absolument et vous, Françoise, est-ce que vous faites des selfies? Moi, jamais, personnellement. Si on en fait, ce sont mes filles qui les font et je suis très heureuse de m'intercaler. Alors, la qualité que vous préférez que l'on reconnaisse chez vous? Question piège. Je dirais la simplicité. Marc? La gentillesse. C'est vrai, vous avez raison tous les deux. Alors, et encore une petite question pour vous, Marc. Si vous deviez aujourd'hui photographier votre grand-père, qu'est-ce que vous aimeriez révéler de lui? Ouf. J'allais dire, quelque part, je me suis rendu compte que ne l'ayant pas connu, je réponds peut-être un tout petit peu plus longuement que prévu, mais le fait que j'ai travaillé tant de temps sur lui, c'est quelque part une façon de le découvrir. Maintenant, si j'avais devant moi et le photographiant, je ferais comme lui, une photo de studio où il me regarde. Avec ce respect, voilà, cette empathie peut-être. Tout à fait. Peut-être pour les gens. Alors bon, c'était quand même une exposition à découvrir. Enfin, elle est à découvrir pour les gens qui viennent chez Co-Guesthouse, mais le public peut aussi la découvrir, cette exposition? Oui, tout à fait. Donc nous avons des moments clés, accompagnés donc de Marc qui est présent pour répondre aux questions dans les premières heures. Mais donc ce sont des journées bien précises qui sont sur mon petit copion. Mais donc je peux renvoyer aussi sur le site internet? Oui, absolument, voilà, sur le site internet. Et donc c'est accompagné d'une restauration. On a un brunch bio, on aura une table gastronomique
avec un ou une chef mystère, certainement à suivre. Et nous aurons également une journée complète avec une table italienne, midi et soir, avec évidemment des co-cookeuses ou co-cookers qui régulièrement louent l'espace ici. Donc voilà, une belle façon de savourer les photos de Norbert Guélezolan. Alors j'ai aussi d'autres découvertes à vous proposer cette semaine. Alors il y a tout d'abord une autre expo, Lunaison, qui rassemble les dessins de Karine Delannoy-Desclés. Ce sont des œuvres qui ne vous feront pas garder les pieds sur terre. C'est à voir à l'Hôtel de Ville de Dour jusqu'au 3 novembre. Replongez-vous aussi ce dimanche dans les années 70 au programme Piste de danse, groupe disco live, piano bar, expo et décoration rétro About 70s. C'est à vivre à la Maison Folie ce 29 septembre à partir de 18h. Et puis on termine par une sieste acoustique. La Maison Rouge accueille ce dimanche Laurent Ancion. C'est un concert à vivre tout en douceur. Ce 29 septembre également à 14 et 16h à la Maison Rouge de Saint-Symphorien. Attention, les réservations sont obligatoires via Internet à l'adresse suivante hello@maison-rouge.be. Et puis évidemment, on le rappelle, cette magnifique exposition qui a lieu ici chez Co-Guesthouse. Visible jusqu'à fin décembre et on a déjà une programmation avec Rino Noviello. Prochain photographe. Photographe, Émilie Vallée et un grand artiste, Marat. Donc on a une programmation jusqu'à fin décembre 2020. Voilà, donc n'hésitez pas à venir chez Co-Guesthouse. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Le thé était parfait. Le thé vous a plu? Le thé était excellent. Oui. Un thé de saison, hein, donc oui, très fruité. Merci d'avoir été avec nous. Et puis Tea Time, c'est déjà fini, mais on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.